Après, c'est quand même une petite rumeur, car quand même, c'est une famille qu'on a accompagnée durant 4 mois, où il avait été retrouvé soi-disant mort d'overdose de cocaïne, car c'est très dur de faire une overdose de cocaïne, déjà pour commencer. Il faut vraiment prendre une grosse dose, et que surtout il n'avait jamais consommé de cocaïne. Ah oui, donc en fait c'est une fausse mort. Non, c'est pas non, c'est une vraie mort, mais je veux dire, on présente ça comme si c'était lui-même qui était responsable de sa mort, alors que peut-être il a été... Pour aller ça, par rapport à la sécurité, c'est pour aller vraiment au fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, lorsque tu meurs dans les quartiers nord de la ville de Nez-sous-Bois, lorsque tu meurs, tu as une certaine origine, tu n'es pas pris en considération comme une personne qui est morte dans le 16e arrondissement. C'est une triste réalité. Et par rapport à l'affaire de Yacine, paix à son âme, il était dit comme quoi il était retrouvé mort d'overdose, alors qu'à aucun moment c'était un consommateur de cocaïne. On a réussi à le prouver en 4 mois de lutte. On s'est mis pendant 1 mois devant les sièges de BFM TV, qui se trouve très proche de Porte de Versailles, où on a dit haut et fort qu'on veut que la vérité soit rétablie. Ils ont rétabli la vérité exactement le 30 janvier 2018. Mais pour rejoindre par rapport à ce que vous avez remercié par rapport à la sécurité. Nous, on ne parle pas de sécurité répressive, de sécurité qui est donneur de leçons. Non, on parle de sécurité humaniste, sécurité proche du peuple. Lorsque nous on parle d'insécurité, on parle d'insécurité physique et d'insécurité invisible. Exemple, lorsque tu sors de chez toi, tu vois un canapé au plein milieu de ta rue. Voilà. D'accord. Voilà. C'est pourquoi, comme il a expliqué, on va remercier, c'est de l'incivilité. Mais de l'incivilité voulue. Car pendant de nombreuses années, on a fermé les yeux sur ça. Et pendant de nombreuses années, nous, les premiers concernés, on ne s'est jamais appliqué politiquement sur ce qui se passe dans notre environnement. Car on a réussi à nous rendre individualistes. Et bien nous, c'est ça qu'on veut changer. Diviser pour mieux régner. Tout simplement. Voilà. Je ne suis peut-être pas à dire la cause. Non. Je dis simplement que c'est le système. Je ne mets même pas en cause qui que ce soit. Moi, j'ai du respect pour tous ceux qui se dévouent pour les autres. Qu'ils soient élus. Je sais ce que c'est que d'avoir été élu pendant 6 ans. Moi, pendant 6 ans, j'ai reçu 1595 audiences. Je me suis mis au service du peuple d'Aulnay, ceux qui souffraient le plus, et aussi à la disposition du personnel communal. Bon, ben voilà, j'aime témoigner, et je dis que c'est prégnant. Donc, même si je n'ai pas été toujours juste, pas toujours bien, j'ai au moins essayé. C'est mon honneur que d'avoir essayé de diminuer la souffrance des autres. Et là, jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle, c'est ce que je veux continuer à faire, de façon à pouvoir partir la tête haute en disant j'ai accompli mon devoir. Voilà, le devoir que je me suis assigné. Donc là, ici, c'est celui de transmettre à l'heure actuelle. Bon, mais c'est celui, mais aussi donc, pour revenir à votre question, donc la sécurité, le logement, ça a déjà été dit par soi Adama, et la troisième, c'est l'éducation, et ça aussi, ça nous tient à cœur, la culture, l'éducation, enfin, tout ce qui va faire que nos jeunes puissent avoir des atouts. C'est ça qui est très important. L'éducation et la culture, je pense que effectivement, ça doit être d'abord en direction des jeunes, mais également en direction de toute la population. Parce que finalement, l'éducation et la culture, c'est ce qui permettra de faire le lien entre toutes les populations, à travers la culture. La culture peut nous réunir, et toutes les cultures. Toutes les cultures. Et ça, mais parfois, sans le vouloir, on rentre dans des discours politiciens. Dans le sens, c'est que, avant même de pouvoir mettre 3 mesures en place, déjà, il faut avoir un bilan. Il faut avoir des actions et des projets et des perspectives d'avenir, un projet éducatif et un projet économique. Car comment aujourd'hui on veut mettre en place un projet si on n'a pas de projet éducatif? C'est incroyable. Aujourd'hui, en sein de la ville de Nez-sous-Bois, le projet éducatif, lorsque j'étais fonctionnaire, il tenait sur 4 pages. Où il n'avait pas changé d'un iota par rapport au projet éducatif du PS. D'accord. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent vouloir monter une liste, vouloir monter un projet pour une ville, mais ne savent pas comment fonctionnent les institutions. C'est pas possible. Si, quand même. Mais quand même, mais pourquoi? Si
énormément de personnes monter des listes et seraient comment fonctionnent quand même des institutions, croyez-moi, le mal-être qu'on a au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois, on l'aurait jamais connu. Non, je pense qu'il y en a qui choisissent d'ignorer. Non, parce qu'à partir du moment, moi je parle d'élus politiques, oui. Je parle de personnes qui veulent donner une orientation à un projet politique. Je ne parle pas de l'administration, je ne parle pas des fonctionnaires, je ne parle pas des habitants. À partir du moment où on se dit vouloir monter une liste, à partir du moment où on peut dire carrément c'est quoi les trois grandes valeurs qu'on veut mettre en place au sein d'une ville, on doit avoir un minimum de connaissance des institutions, donc c'est-à-dire de la pyramide des normes. Car chaque institution est créée avec la loi, est créée par rapport à la pyramide des normes. Lorsque moi je vois certains élus qui n'arrivent même pas à répondre à des problématiques telles qu'on a pu subir, exemple, d'insécurité par rapport à l'affaire de Théo, ce n'est pas normal. Lorsque moi je vois certains élus qui n'arrivent même pas à répondre par rapport au mal-être qu'on a dans les parcs HLM, ce n'est pas normal. Lorsque moi je vois certains élus qui ferment les yeux par rapport au clientélisme, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Car s'ils avaient une réelle connaissance de comment fonctionnent les institutions, il y a des choses qu'ils n'auraient jamais pu fermer les yeux. Mais vous savez, je pense que les citoyens de la société civile auxquels j'appartiens, et je suis fière d'appartenir à cette catégorie, ils se rendent bien compte de ce qui se passe. Et d'ailleurs, la désaffection des urnes est parlante. Beaucoup réclament, moi je le réclame, le droit d'avoir le bulletin blanc considéré comme suffrage exprimé. Bien sûr. Parce que maintenant, on arrive à des situations où on se retrouve à aller voter pour le moins pire. Et ce n'est pas concevable dans une démocratie d'aller voter pour le moins pire. Il faut vraiment voter pour des convictions auxquelles on adhère, sinon ça ne sert à rien. Donc on finit par se faire confisquer notre voix. C'est comme si on mettait un bulletin dans le mur, c'était comme si un chèque en blanc qu'on a signé, et pendant 6 ans au niveau local, on n'a que le droit de la fermer. C'est ce qu'on a vécu sur les 2 derniers mandats. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, mais je vais vous dire quand même, il y a aussi sociologiquement à regarder ce qui se passe. Vous avez en fait, à l'heure actuelle, les quartiers que je vais appeler la vie collective, les quartiers, les cités, 35 000 habitants. Les quartiers qui vont appeler pavillonnaires, avec un logement individualisé, 50 000 habitants. Les 50 000 habitants dont je parle votent à 70%. Alors les 35 000 votent à 30%. Chercher l'erreur. Donc, on revient à ce que disait Adama, c'est qu'à un moment donné, il y a les gens ne votent pas, il faut donc ce qu'on est en train de faire, on se arc-boute pour aller les réveiller, aller réveiller cette majorité silencieuse, en leur disant, mais vous avez le droit, et seulement le droit, mais aussi le devoir d'aller prendre votre bulletin de vote et de vous exprimer. Là, vous êtes à égalité de chance. Alors que là, on a l'impression que les gens ça profite sont en train à certaines catégories. Voilà, ils s'endorment. Il faut, alors c'est là tout notre but également, nous avons envie d'aller réveiller les citoyens qui sommeillent. Et ça, pour leur redonner de l'espoir. De l'espoir, oui, parce qu'ils l'ont perdu. Et donc, mais ils l'ont perdu pourquoi? Quand moi, à titre personnel, j'ai voté qu'une fois au sein de cette ville pour Mokhtar Farad, lors des élections, je crois que c'était de 2014, et Ségura et Bichina, c'était juste impossible. Mais sinon, si c'est pas Mokhtar Farad, je n'ai jamais voté dans cette ville. Et Mokhtar Farad, lorsque j'ai voté, je n'étais pas conscientisé. J'ai voté parce que voilà, c'était un grand mon quartier, je vais voter pour lui, ça s'arrête là. Le fait qu'on a quand même lutté depuis 3 ans, on est en campagne depuis 3 ans, dans les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois, je pense que lors de ces élections, ça va être une onde de choc psychologique par rapport à beaucoup de personnes qui ont énormément sous-estimé les quartiers nord. Car c'est la première fois, depuis que cette ville existe, où il y a réellement des citoyens qui ont compris que le vote est une arme. Et que le vote, c'est vraiment un outil que nos aïeux ont lutté pour pouvoir nous le transmettre, pour qu'on puisse vraiment agir dans notre environnement. Et l'union aussi qui fait la force. Mais ensuite, l'union, elle se crée par rapport aux actions. Et la chance qu'on a un bilan sur les sujets qu'on traite depuis tout à l'heure. C'est-à-dire aujourd'hui, que ce soit en commun ou que ce soit en marche, je défie quiconque de venir en face de moi qu'on fasse un vrai débat démocratique sur les actions concrètes qu'ils ont mis en place sur le terrain. Donc nous, on a cette légitimité. Mais aujourd'hui,
ce que nous on souhaite, comme il expliquait Raoul Mercier par rapport à nos 3 grandes lignes, c'est l'éducation. L'éducation, c'est vraiment le socle. Et comme on dit éducation, on ne parle pas d'éducation parentale. On parle d'éducation populaire, alimentaire et politique. Il faut vraiment remettre au socle de tous les débats que si on n'éradique pas le clientélisme, on ne pourra jamais s'émanciper dans nos vies. Normalement, le clientélisme dans la loi, normalement, est interdit. Seulement, il faut arriver à le démontrer et à le prouver. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau politique qui sont totalement hors la loi. Seulement, c'est très... D'abord parce qu'il y a un manque total de transparence pour obtenir des documents, etc. À la limite, pour les obtenir, il faut faire toute une procédure auprès de la CADA, qui est la commission d'accès aux documents administratifs, et ça retarde d'autant. Mais déjà, on devrait considérer que chaque fois que des demandes sont faites pour être au courant de certains dossiers et que la mairie ne répond pas, c'est qu'ils ont forcément des choses à cacher. On peut le penser comme ça, parce que quand on n'a rien à cacher, on répond et on est clair, on est transparent. Là encore, oui, je ne suis pas du tout dans l'esprit d'aller pointer, etc. Je dis simplement que c'est une pratique. Voilà, et moi je l'ai entendu, je connais très bien certains élus qui sont actuellement, j'étais avec eux au conseil d'administration de Bussy. Il dit, on a été élus. Si les gens ne sont pas contents de nous, dans 6 ans il y aura les élections, et ils vont nous dégager. Et pendant ce temps-là, nous avons le pouvoir, nous l'exerçons. Oui, mais c'est pas... Non, mais c'est leur mentalité. Oui, on a compris. Bon, moi, j'ai bien compris. Et que voulez-vous opposer à cela? Sinon, ce que nous sommes en train de défendre, Adama, moi, c'est une démocratie participative. C'est celle de dire, mais bon sang, prenez-vous par la main, prenez le taureau par les cornes, c'est vous que ça concerne. Allez-y, foncez. Je pense que donc, à l'heure actuelle, ils ne le font pas encore. La démocratie qu'on a vu pratiquer là, sur ces 2 derniers mandats, c'est vraiment, pour moi, un détournement de démocratie. C'est camouflé, c'est-à-dire que, pour moi, je le dis souvent, c'est une coquille vide, c'est-à-dire qu'on a l'illusion de la démocratie, mais en réalité, derrière, il n'y a rien. Ça n'est absolument pas démocratique. Les conseils de quartier, j'ai dû y aller une fois, en début de mandat de M. Béchiza. Quand j'ai vu comment ça se passait, je me suis dit, c'est pas la peine que je perde mon temps et mon énergie là-dedans, parce qu'en réalité, ils ne font pas remonter, ils ne tiennent absolument pas compte de ce qu'on peut dire. Mais c'était déjà comme ça, sous Ségura. Un peu moins, parce qu'il y avait plus de monde dans les conseils de quartier. Enfin, est-ce que... il y a pas mal de personnalités locales, mais aussi des Aulnésiens modestes, qui estiment que le maire actuel est en train de bétonner la ville à tout va, avec des immeubles à des hauteurs pas possibles, qui, quelque part, ne s'intègrent pas dans le paysage qui faisait le charme d'Aulnay-sous-Bois, il faut quand même le dire. Oui, il y a peut-être les gens du Nord qui sont en immeuble et qui vivent dans des conditions difficiles quand ils sont au 12e étage et que leur ascenseur tombe en panne et qu'il n'est pas réparé, etc. Oui, je comprends que la vie de ces personnes-là est forcément très dure. En même temps, est-ce qu'on doit opposer les quartiers pavillonnaires avec les gens du Nord, quand finalement les quartiers pavillonnaires amènent quand même quelque chose? C'est qu'autour de chaque pavillon, il y a des jardins, donc de la biodiversité, et donc de la nature, des arbres, de la respiration. Et ce qui serait souhaitable, c'est qu'on développe vraiment des jardins, même pourquoi pas des jardins partagés où on puisse récolter, les gens qui habitent sur place puissent récolter, faire des récoltes, ça serait des lieux conviviaux, par exemple, et tout ça. Des immeubles, les gens du Sud ne sont pas contre, mais pas pour défigurer le paysage, pas pour augmenter les problèmes de circulation, pas pour diminuer les places de stationnement. Ça devient impossible de circuler dans le nez. Mais moi, j'allais plus simple. Je suis contre le bétonnage. Je suis contre la construction de logements. Aujourd'hui, il existe quand même l'ordonnance qui a été établie par le général Charles de Gaulle à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où on peut réquisitionner des lieux vides. J'en suis sûr que si on cherche vraiment à Aulnay-sous-Bois, on peut trouver des lieux vides qu'on peut réaménager et qu'on peut mettre à disposition des personnes qui en ont réellement besoin. Déjà pour commencer. Ensuite, par rapport au bétonnage, il y a 17 sites de construction au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Il y a plus de 9000 demandes de logement. Et la plupart des constructions ne concernent pas les personnes demandeurs de logement. Oui. C'est incroyable. Donc c'est-à-dire, on va
On est en train de gentrifier. Voilà, déjà, voilà. Et surtout, on a déjà énormément de mal déjà à circuler dans cette ville aux heures de... Ah, c'est devenu impossible. Aux heures de pointe. De celle-là, de 85 000 habitants, on a fait un calcul, normalement, entre 2025 et 2030, on va dépasser facile les 100 000 habitants au sein de cette ville. Ouais. Alors justement, est-ce que vous estimez... Juste par rapport à la question, parce que c'est une question, et par rapport au fait que le bétonnage, est-ce que déjà on le voit, est-ce qu'on l'accepte? On ne l'accepte pas du tout. Et on a été force de proposition. Au 3000, sur la RN2, ils ont construit tout au long. Ils ont fait la gare du Grand Paris, la mosquée, ils ont fait des habitations et des habitations encore. Avant qu'ils construisent des habitations, on avait fait plusieurs actions afin de créer une ferme citadine. Une ferme citadine. Ça existe à Épinay, ça existe à Villetaneuse. On est parti rencontrer les personnes qui ont créé les fermes citadines. On les a fait venir à Aulnay-sous-Bois. Ils ont fait un projet. Le projet, ils l'ont présenté au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Ils l'ont présenté eux directement à la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et comment a réagi la ville? Rien du tout. Aucune réaction, comme d'habitude. Mais même, on l'a même pas, on n'en a même pas eu information, nous, en tant que population. Mais pour finir, c'est qu'au final, dans le lieu, on voulait faire la ferme citadine, on voulait faire un projet intergénérationnel, car énormément de parents qui habitent dans les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois, à la base, ont la main verte. Mais lorsqu'ils sont arrivés en France, désolé, on leur a donné un balai pour aller balayer les rues de Paris, pour aller balayer les entreprises. Mais à aucun moment on a essayé de profiter de leur savoir-faire afin de vraiment profiter, faire surtout que à leur retraite, on puisse encore créer un vrai lien dans nos quartiers. Car nos parents, si ce n'est pas sortir, aller dans un lieu de culte et rentrer chez eux, ils n'ont pas d'activité sur le terrain. Et ça, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on n'a pas été entendu par la municipalité, mais surtout, on n'a pas été rejoint par soi-disant les écolos de cette ville. Alors, moi par exemple, ce que vous dites là, j'en ai même pas entendu parler. J'ai jamais su. Il y a un problème au niveau de la communication aussi. Des initiatives citoyennes qui pourraient être relayées. Alors il y a quand même Aurore qui dirige ce blog et qui peut donner l'opportunité de faire connaître ce genre d'initiative. Mais pourquoi aujourd'hui on monte une liste pour être autour de la table? Pour soit être le premier magistrat de la ville, soit être des élus. Pas de l'opposition, mais de la solution. Car le jour qu'on sera élu, ce genre de projet, on pourra les mettre en lumière directement. Et c'est ça qui nous fait défaut dans les quartiers nord depuis de nombreuses années. Mais même à la limite, moi j'estime en tant que citoyenne et attachée à la démocratie, moi j'estime qu'une opposition c'est toujours utile, quelle que soit l'équipe qui arrive en mairie. C'est-à-dire que, en admettant si j'étais dans une liste et que ce soit moi qui sois dans cette liste, je voudrais une opposition. Ouais, mais une opposition aujourd'hui à Aulnay-sous-Bois, moi je vais être franc avec vous, il n'y a pas d'opposition. Mais il faut dire que... Moi je défie quiconque de me dire qu'à Aulnay-sous-Bois... C'est un rôle très ingrat d'être dans l'opposition. Vous n'avez que les reproches et vous n'avez aucun... C'est faux, parce qu'aujourd'hui, pourquoi on dit on n'est pas de l'opposition, on est plus dans la solution, car la logique de l'opposition en France, c'est très opaque. C'est-à-dire c'est des critiques futiles, c'est des critiques sur la personne, sur les manières de parler, sur les manières de faire, mais il n'y a pas de critiques liées aux demandes de la population. On l'a vu nous, en 3 ans. Et lorsque nous on dit la solution, c'est dans le sens c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est-à-dire lorsque nous, un habitant va nous contacter, exemple pour le lac Pecorini, on a communiqué par rapport à ça. Ah ouais. Voilà. Moi aussi j'ai dit des choses là-dessus. C'est-à-dire on a été sollicité par des habitants de la ville d'Aulnay-sous-Bois par rapport à un legs qui a été détourné. Pour nous c'est très grave. Ah c'est scandaleux, c'est très grave. Et on a fait notre travail de solution. C'est-à-dire normalement on aurait dû respecter la demande quand même d'une personne qui est aujourd'hui décédée, paix à son âme. Les volontés testamentaires Mais pourquoi aujourd'hui c'est même plus possible aujourd'hui. Ah ben c'est trop tard. Non, pourquoi c'est même plus possible aujourd'hui d'être face à une réelle majorité. Aujourd'hui, dans la politique actuelle, parlons cru, parlons clair, parlons simple. Car la plupart des élus de l'opposition ne sont même pas connus du peuple. Ils ne sont même pas connus de la population. C'est-à-dire qu'on fait un test, on va dans les quartiers nord comme dans les quartiers sud, on leur demande, connaissez-vous 5 élus de l'opposition? Je suis sûr qu'ils ne sont pas capables de... Est-ce que c'est normal? Non, mais d'un autre côté, oui, c'est pas normal, ça veut dire que les élus de l'opposition ne sont pas allés les voir, ne sont pas allés vers eux, mais eux-mêmes aussi. Par exemple, bon, tout le monde n'a pas non plus forcément Internet, etc., mais moi je vais chercher l'information. C'est vrai qu'il y a eu une époque de ma vie, en tant que mère et aidant familial, j'avais pas vraiment le temps de m'occuper de politique, mais quand j'ai récupéré un peu de temps, je m'y suis intéressée.
c'est vrai que ça représente une démarche individuelle, personnelle et volontaire. Raoul, donc il faut aussi encourager les gens du Nord. On a essayé de faire ça dans les ateliers, de leur dire, mais vous savez, si vous n'exprimez pas ce que vous souhaitez, on ne peut pas le deviner non plus. Donc il faut qu'il y ait les deux. Raoul, il vous a expliqué quoi tout à l'heure? Oui, mais je suis d'accord avec lui. Voilà, aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a un désamour de la classe politique à l'échelle nationale. Ah oui. Ensuite, Raoul vous a expliqué quoi de la classe politique locale aussi. Vous allez vous expliquer quoi, mais j'ai réexpliqué. Il vous a expliqué que dans les quartiers nord, 37 000 habitants et que 30 000 personnes, 30% qui votent. Car on n'a jamais été éduqué politiquement. On n'a jamais été éduqué à faire confiance au vote. C'est pas l'intérêt de certaines personnes en politique. Mais normalement, qu'est-ce que nous on fait depuis 3 ans? On essaie de réveiller les gens à faire comprendre que le vote est une arme intelligente, est une arme pour te faire te respecter, pour faire valoir tes droits, pour pouvoir agir dans ton environnement, pour pouvoir élever le débat politique, pour tout simplement exister. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en France? Oui, puis influer sur la politique qui règle notre quotidien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans les quartiers nord, on ne vote pas, on n'est même pas impliqué politiquement? La première chose qu'ils ont faite, ils ont coupé le droit de vote à nos parents. Qui fait que nous, on n'a jamais été éduqués dans l'appareil politique. Nous, nos grands frères, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier lieu? Ils ont réussi à nous faire diaboliser la politique à travers ne serait-ce la musique. Qui fait qu'on n'a jamais été attiré par ça. Troisième chose, on a créé un système parallèle qui a fait qu'on a pu vivre de nous-mêmes, sans avoir besoin d'un maire ou d'un élu ou quoi que ce soit. C'est cette habitude. Oui, ça fait deux mondes. Voilà, merci. Cette habitude-là, on ne l'a jamais créée. Mais normalement, tu as un élu de l'opposition. Normalement, tu connais les problématiques que moi je viens de te citer. Normalement, tu fais quoi? Tu vas vers le peuple, tu vas vers la population, tu fais montrer que tu es présent, tu fais montrer qu'on est là pour vous, on est là pour vous servir. Car un élu, il est là pour servir le peuple. Effectivement, aujourd'hui, je reviens à ma question initiale. Comment se fait-il que des uns les uns qui sont dans le besoin ne connaissent pas 5 élus de l'opposition? Car ils n'existent pas, car ils sont élus que pour eux, car ils sont élus que pour eux, leur lumière, leur image. Raoul, lui, il est plus mesuré dans ses propos. Moi, j'en ai marre de ce genre de personnages qui montent des projets politiques que pour eux. Tu étais où pendant 6 ans? Vous avez fait quoi pendant 6 ans? Comment aujourd'hui on peut venir dire qu'on veut faire un projet sécurité et tu n'as rien proposé par rapport à la sécurité depuis 6 ans? Nous, on s'est dressé face à la police municipale lorsqu'ils avaient une attitude répressive. Nous, on a monté 4 propositions claires et nettes et précises pour faire un vrai rapprochement police-population. 1 mois après l'affaire de Théo, on a ramené Alexandre Langlois. Oui, je m'en souviens, j'y étais. Voilà, en plein cœur de la cité, en plein cœur des 3000. Qui a déjà fait ça au sein de cette ville? Normalement, tout ce qu'on a fait, c'est le rôle des élus. Je suis enragé. J'en ai marre de cette politique politicienne de bas étage. J'ai envie qu'on rende ce qui revient de droit au peuple, le droit à la dignité. Car la dignité, on est avec. On ne l'acquiert pas. Le respect, à la rigueur, quelqu'un ne veut pas vous le donner, c'est son problème. Mais il doit respecter votre dignité. On peut ne pas donner le respect à quelqu'un, mais on doit lui octroyer son droit à la dignité. Bon. Mais, on ne va pas débattre sur... madame, je pense que tout le monde a le droit au respect. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, aujourd'hui, je pars du principe que ce que soit nationaliste, que ce soit un capitaliste, je lui donnerai toujours du respect. Mais moi, j'ai vu dans les yeux de certains élus au sein de cette majorité, exemple M. Béchiza, me manquer de respect, me regarder de haut, me ramener chez moi des policiers cagoulés armés devant ma femme et mes enfants. Donc, moi, je vous dis, ce qu'on vit depuis de nombreuses années dans les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois, et je vous le promets, en 2020, en mars 2020, lorsqu'on va passer le premier tour, car on est sûr et certain de passer le premier tour, il y aura un séisme dans cette ville. Car ils vont se dire, pour une fois, la population s'est organisée et se réveille intelligemment, sans haine, sans violence, sans insultes, sans rien casser, sans rien brûler, en élevant le débat politique, en se sentant français avant toute chose. Ça, je le crois. Et là, ici, vous voyez, j'écoutais Adama, je dis ce qui est bête, un peu, je boucle par rapport à notre début de conversation, tout ce qu'il vient de vous dire, c'est concentré dans le livre qui va sortir dans quelques jours et qu'il a appelé « Je les accuse de désinformation ». Ce livre doit être entre les mains de tous les Aulnaysiens bien pensants, et pour qu'ils voient comment ce jeune homme français qui a une volonté d'être reconnu comme français, qui a cette volonté d'être intégré totalement, souffre de cette sorte de défiance
Il faut absolument en finir avec cela. Il faut que tous les citoyens, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, soient des citoyens aulnésiens, des aulnésiens à égalité de droits, mais de devoirs aussi. Hein. Voilà. Et là, nous aussi, nous allons être sur la liste, défendre cette idée du devoir. Et on va commencer par le commencement. On va aller chercher un à un nos jeunes là, qui tiennent les murs. On va leur dire maintenant ton devoir, c'est d'aller voter. Ça ne coûte rien, ça ne te coûte rien, mais après, tu pourras avoir droit au chapitre. Car ce que Adama écrit fort bien, je me souviens de sa phrase, il dit « On n'est rien en France si on n'est pas votant ». C'est vrai. Et il défendait le fait qu'on n'ait pas donné le droit de vote à ses parents. Mais ses parents et tous ceux qui sont venus. Ses parents, quand même, entre parenthèses, ont travaillé toute leur vie tous les deux, 7 enfants qui sont tous français et tous avec une situation, tous et une des filles qui est une très grande situation. Et les autres sont capables d'entretenir très bien leur famille et de veiller à la bonne éducation de leurs enfants. Donc, ne l'oublions jamais, sont des gens qui ont fait plus pour la France que beaucoup d'autres. 7 enfants qui ont tous réussi, à qui ils ont donné une éducation. Des bons contribuables. Et moyennant quoi, et des bons contribuables. Et moyennant quoi, des enfants qui deviennent des contribuables. Adama nous dit dans son livre, tout ce qui s'est fait dans ce territoire délaissé et qui a fait qu'il est devenu lui-même un enfant de la rue, qui est, comme il le dit si bien, qui a été happé par la rue, qui a été totalement instrumentalisé par la rue. Et moyennant quoi, vous ne pouvez pas, c'est très difficile quand on est un enfant, d'échapper à la culture de son environnement. Oui. Et ça, on le voit même dans les quartiers. Et alors, à quel moment les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et je pense à monsieur et madame Traoré. Ils ont exigé de leurs enfants qu'ils soient totalement calés par rapport à la culture qui était la leur, qui est une culture malienne. Voyons quoi, ils ont inculqué la manière d'être telle qu'on l'a pratiquée au Mali, mais qui n'était pas nécessairement celle qu'il fallait quand on est intégré. Comment je dis, j'aime bien dire ça, je suis un Africain, j'étais un Africain en France, jusqu'à mes 32 ans. J'étais un Africain en France jusqu'à mes 32 ans. Mais justement, et c'est ça que nous, par rapport à cette liste, mais pour ça, c'est pas de la création, c'est l'inclusion. Et pour ça, rien de mieux de s'organiser politiquement au sein de son propre territoire, mais sans faire attention, comme il a dit Raoul, à la couleur de peau ou quoi que ce soit. Nous sommes des Français à part entière. On a tous un cœur, du sang qui coule dans les veines. Mais aujourd'hui, moi je parle sans langue de bois. Que ce soit chez VME, que ce soit en lien à commun, que ce soit En Marche, que ce soit les Républicains, peu importe les groupes politiques qu'il y a en face de nous. La plupart nous ont jugés par rapport à notre couleur de peau. Énormément de personnes qui sont... Énormément de personnes. Il faut parler. Si on pas pas tous quand même. Heureusement. La preuve, toi-même, t'es en face de moi. Bon, heureusement quand même. Non, on n'est pas dans ça. Mais, à un moment donné, si on ne dit pas les choses, on ne va jamais avancer. Car la plupart des personnes qui nous font des critiques à nous, le mouvement La Révolution est en marche, c'est jamais par rapport à nos actions. C'est jamais par rapport au combat qu'on a pu gagner. C'est toujours, ils essaient de trouver des solutions ou des choses pour dire, regardez comment ils sont, regardez comment ils parlent, regardez comment ils agissent. Mais à aucun moment, en 3 ans, on a réussi à nous critiquer ou à me critiquer sur une action bien précise. C'est incroyable. Bah oui, mais au moins. Mais d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le préjugé est tellement fort que c'est ça qu'il faut casser. Voilà, les préjugés. Et arriver à ce que Aulnay soit la ville, la belle ville dans laquelle on est. Moi j'adore Aulnay, la belle ville dans laquelle on est si divers, mais respectons-nous dans notre diversité. Et surtout, soyons clairs, cette diversité nous apporte énormément de richesse. Et quand j'entends certains, pour ne pas le citer, Rassemblement National, qui stigmatisent systématiquement ceux qui ne sont pas de la bonne couleur, ceux qui ne sont pas de la bonne religion, je me dis, mais comment peut-on
pouvoir faire de la politique en cultivant la haine. Incroyable. La haine, c'est vraiment pas ça qu'il faut. C'est l'amour qu'il faut développer, c'est pas la haine. Hein. Et ça aussi, c'est mon témoignage. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, Adama est beaucoup plus optimiste que moi concernant le résultat. Moi, je n'y vais que par ma conviction et par mon témoignage. Bon, si on réussit, si on arrive à peser sur l'élection, c'est parfait. On pèse déjà dans l'élection. Mais si nous ne sommes qu'un témoignage, qu'une exemplarité, on aura déjà gagné quelque chose. Et c'est ça que je veux absolument, pour moi, c'est le sens de mon combat. Alors, il y a un autre sujet de préoccupation au sein de la population, c'est l'augmentation de la dette de la ville. Ça a été d'ailleurs dénoncé et mis en avant, ce problème-là, par Benjamin Jamy, justement dans l'opposition, où moi je me souviens avoir écouté l'une de ses interventions, j'ai été scotché, honnêtement, scotché, parce que, je veux dire, bon, il n'y a pas vraiment eu de réponse en face, hein, bien qu'il ait bien mis en cause ce qui n'allait pas, qu'on avait des emprunts à taux variable et que, bon, en ce moment, effectivement, il n'y avait pas de problème parce que les taux sont même en dessous, c'est tout juste si on ne vous payerait pas pour que vous empruntiez. Mais est-ce que cette situation-là continuera? Je veux bien répondre très rapidement. Oui. Moi, je n'ai pas la technicité de Benjamin Jamy, je lui reconnais cette haute technicité économique et financière. Ben, en marche, c'est normal. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est facile de dénoncer. Mais il eût été, de la part de Benjamin, beaucoup plus habile, me semble-t-il, au début du mandat, puisqu'il était allié avec Bruno Béchizard, d'expliquer aux élus qui avaient la majorité de la ville, la municipalité, qu'on ne pouvait pas, pendant 18 ans, faire en sorte que la ville, surtout ayant perdu les ressources de PSA, continuait sans qu'il y ait un petit ajustement des impôts locaux. Or, les impôts locaux n'ont pas été bougés pendant toute cette période-là. Donc, voyez en quoi, si vous voulez faire quelque chose, c'est de dire, ben, on emprunte